Lorsque vous verrez le visage de mon invité, vous le reconnaîtrez immédiatement et vous l'associerez probablement au monde de la télévision et de la radio. Vous penserez Europe 1, Antenne 2, la 5, TF1. Il vous viendra peut-être même à l'esprit des titres d'émissions comme La Roue de la Fortune, 12 millions de téléspectateurs chaque soir. L'arbre qui cache la forêt, nous dit-il. Car oui, notre invité a occupé le devant de la scène médiatique pendant longtemps, mais le livre qu'il publie, J'ai tant de choses à vous raconter, chez XO Éditions, dit aussi tout ce que vous savez moins sur lui ou ce que vous ne savez pas du tout. Son goût pour les arts, son talent de dessinateur, de clarinettiste, sa passion pour le jazz, sa vie d'acteur. Ce livre dit aussi ses rencontres éblouissantes. Charles Aznavour, Raymond DeVos, Alain Delon, Johnny Hallyday, Michel Morgan, Annie Cordy, et puis son humour et sa légèreté qu'il tient de son père. Comment vit-il alors cette époque que beaucoup qualifient de lourde et de sombre? Comment fait-on pour rester léger aujourd'hui, en vivant dans les souvenirs peut-être? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde à Regard, bienvenue à vous Christian Morin. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. L'humour et la légèreté se font de plus en plus rares aujourd'hui, on peut le dire. C'est pas un peu difficile d'être léger aujourd'hui, de garder le sourire comme vous le gardez? Non, parce que si on l'a déjà été avant une bonne partie de vie, ce qui est mon cas, donc je continue. En revanche, il faut faire très attention en faisant de la radio par exemple, ou de la télévision, aux mots que l'on peut prononcer qui ne sont plus considérés comme étant légers, mais qui peuvent être considérés, puisqu'on est dans une époque quand même de violence verbale parfois, ça peut être pris de travers. C'est pour ça que je fais toujours allusion dans ce livre à des gens, vous savez, ces emmerdeurs, les pisse-vinaigres, comme on les appelle, que j'ai croisés nombre de fois et que j'ai appelés des burnes-mauves en référence au nom d'un personnage d'un feuilleton de Francis Blanche qui s'appelait Bon baiser de partout, sur France Inter il y a des années. Vous vous censurez aujourd'hui un peu plus? Pardon? Vous vous censurez un peu plus qu'avant? Ah ben, il faut faire attention, oui, quand même. Écoutez, je pense même aux gens qui écrivent dans la presse. C'est-à-dire, le problème de la censure, de l'autocensure est important, mais c'est surtout l'interprétation que l'on peut faire d'un... Moi, je cite toujours un exemple qui m'est arrivé un jour, au moment où Depardieu avait des problèmes avec son passeport russe et les impôts qu'il ne voulait plus payer en France. Donc, il y avait à ce moment-là le Premier ministre de François Hollande, le maire de Nantes, qui lui en voulait beaucoup, et il y avait eu quelques bisbilles. Donc, l'image de Depardieu était déjà très abîmée à ce niveau-là. Et un matin, je passe dans une émission, la musique du film Cyrano de Bergerac. Et je dis simplement, en remerciant le compositeur Jean-Claude Petit, je dis... Ce film nous prouve que Depardieu est vraiment un immense comédien de théâtre, formé à l'école de Jean-Laurent Cochet, etc., etc. J'ai reçu un message, je me suis fait traiter de nazi parce que, sous-entendu, alors que je ne parlais que du comédien, la personne avait interprété, pensait que je défendais Depardieu, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que les déviances... il y a des chemins de traverse, dirons-nous, par rapport à une conversation logique. L'humour et la légèreté vous viennent de votre père, hein, c'est ce que vous nous dites notamment dans ce livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Votre père qui, alors qu'il avait été fait prisonnier de guerre pendant près de 4 ans, refusant de servir pour les Allemands, avait toujours gardé son humour et sa légèreté, même pendant les moments sombres. Est-ce qu'on vous semble moins léger? Les générations actuelles sont moins légères que les générations précédentes? Je ne sais pas, parce qu'on a tendance aussi à dire souvent, ou trop souvent, c'était mieux avant. Je dirais simplement que c'était pas plus mal, en tous les cas. Mais dans les générations actuelles, il y a des gens formidables, il y a des gens moins intéressants, mais ça a toujours existé. Je pense que mon père, lui, cet humour qu'il a toujours eu, ça l'a sauvé au moins pendant sa captivité, parce que, vous savez, il y avait des moments pénible quand les gens étaient en Pologne, éloignés, à Kobiercin, près de Cracovie, dans les tourbes polonaises. Mon père me racontait que quelquefois, il y avait des courriers qui arrivaient, envoyés par la Croix-Rouge, mais des courriers qui avaient 2, 3, 4 mois de retard, et vous aviez des prisonniers qui apprenaient par un courrier que leur femme, avec qui ils étaient mariés, c'était la guerre, les quittait. Imaginez la situation, il n'y a rien à faire. Et mon père essayait Dans ce contexte, il arrivait, lui, à rester... Oui, il avait avec de l'humour, de ma mère et de ma sœur à ce moment-là. Sauf qu'il recevait des colis aussi, des colis de prisonniers, où on découvrait la nature humaine, c'est-à-dire ma mère ne lui avait jamais envoyé de rutabaga, et il a renvoyé une lettre à ma mère en lui disant « Mais pourquoi tu m'as envoyé des rutabagas ?» Et simplement, quand on déposait les colis de la Croix-Rouge, les femmes de prisonniers à Bordeaux, eh bien, il y avait des gens de la Croix-Rouge qui ouvraient
qui se servait un petit peu au passage. Mais il y avait ce terme générique, c'était la guerre. Alors, on pouvait tout faire. Voilà. Reprenons le fil de votre vie qui est au cœur de cet ouvrage. Vous parlez du paradis de votre enfance dans le quartier de Mériadec à Bordeaux. Et vous avez cette phrase que je trouve étonnante parce qu'elle semble paradoxale et c'est lié à ce qu'on vient de se dire justement. Vous dites « Il y régnait une atmosphère typique de l'après-guerre, digne des films poétiques et réalistes de l'époque. Tout le monde était soulagé et manquait de tout. » Soulagé et manquait de tout. Et oui, parce que il y avait encore, à ma naissance, je m'en souviens pas, mais il y avait encore, ma mère m'avait dit qu'il y avait encore des tickets de rationnement. Ouais. Mais on manquait de tout, mais il y avait tellement, au fond de chaque individu, une telle envie d'avoir cet oxygène de l'après-guerre. Donc, il y avait une humeur vagabonde qui était très agréable. En plus, ce quartier me faisait penser, quand j'ai vu après plus tard des films italiens, ces films italiens en noir et blanc, que Visconti racontait, ou Rossellini ou d'autres, on retrouvait cette ambiance de quartier. Les gens se parlaient, puis il y avait beaucoup de réfugiés de la guerre d'Espagne à Bordeaux. Donc, en face de chez moi, il y avait une dame qui faisait tourner des disques à longueur de journée, on entendait la musique espagnole. À côté, il y avait un peintre qui avait fait le conservatoire et qui chantait des chansons d'opéra ou d'opérette, c'était extraordinaire. Moi, au début, avec ma clarinette, je faisais du bruit aussi. Donc ce mélange apporté, et le soir, c'est une conversation que j'avais eue avec Francis Cabrel, parce que dans le sud-ouest, on avait l'habitude, quand il faisait chaud, il n'y avait pas beaucoup de postes de télé, il n'y en avait même pratiquement pas, c'était la radio. Et le soir, on sortait la chaise devant la maison, et les voisins se parlaient de chaise à chaise, de trottoir à trottoir. Il y avait une ambiance très, très agréable. Vous grandissez dans un milieu plutôt modeste, hein, des parents artisans, imprimeurs, une vie de français moyen, dites-vous, sans salle de bain, mais qu'importe, écrivez-vous, puisqu'il y a les douches municipales à 500 mètres de chez nous. Ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça exceptionnel. On parle quand même à une génération qui aujourd'hui se plaint de ne pas avoir de Wi-Fi. Et bien sûr, il y avait les douches municipales dans beaucoup de quartiers qui étaient installées à cet effet. Il y avait aussi l'avantage pour faire sa toilette quand on faisait du sport à l'école, on avait les douches après le sport, mais ça n'empêchait pas dans la cuisine de faire une toilette tout à fait convenable et correcte, avec ma mère qui surveillait, bien sûr, qui m'apprenait déjà à plier les vêtements, parce que quand on est dans un petit appartement, il faut quand même laisser de la place pour tout le monde. Donc, on n'était pas nombreux, mais enfin, il y avait ma sœur, mon père et ma mère. Mais ça aussi, ça a été, sincèrement, je le dis dans le livre, je crois que si on avait cette possibilité de refaire une période de vie, je crois que je le referais parce qu'il y avait une espèce d'insouciance. Et de simplicité aussi. De simplicité, oui. Ça ne posait pas aucun problème. Les difficultés n'étaient pas un problème. On y était confronté comme tout le monde, mais encore que l'enfant, c'est mes parents qui étaient confrontés à cela, mais moi, je ne souffrais pas du tout de ça. J'avais des parents tout à fait adorables, aimants, donc c'était chouette. Et alors vous, là-dedans, vous ne brillez pas particulièrement à l'école, hein. Vous redoublez votre 6e, votre 5e, pas très doué en sport non plus. Vous dites que vous arrêtez le foot. Ne répétez pas trop, parce que ça va se savoir. On est entre nous. Oui. Et vous arrêtez vite le foot aussi, parce que je crois qu'au bout de 2 matchs, vous avez tellement marqué contre votre camp que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas doué du tout. Et votre père a la grande idée de vous faire passer un test psychotechnique. Le test dont vous découvrirez bien plus tard le compte-rendu à la mort de votre père dans ses archives. Et ce test préconisait, en conclusion, une orientation vers les arts essentiellement semble s'imposer. Il a été extrêmement utile et important pour vous, ce test. Ah oui, il a tout changé. Parce que c'est-à-dire que c'est mon père, moi je l'ai découvert, comme vous y faisiez allusion, après sa mort, 2 ans après sa mort, ma mère m'avait dit « Tu devrais ranger les papiers et de ton père, voir si on les garde ou pas ». Et j'ai découvert les résultats que je n'avais jamais vus. C'est-à-dire que c'était un test que l'on passait à la sécurité sociale. C'était un client de mon père, à l'imprimerie, qui lui avait fait part de son travail, de sa profession. Et mon père lui avait dit, ce serait peut-être intéressant pour mon fils. Mais il dit, mais je peux recevoir Christian quand vous voulez. Ça durait 3 jours. Pour vous donner un exemple de ce qu'on faisait, on vous donnait un jeu de construction d'un petit village. Et la façon dont vous situiez l'église, la mairie, l'école, l'épicerie, etc., psychologiquement, on était jugé. Il y avait des études de réflexe, des études de choix de littérature, mais à partir simplement des titres de livres. Formidable. Et après, résultat. Donc, il y avait peu de réponses favorables à l'agriculture, mais aux arts, c'est... Mais favorables aux arts, est-ce que ça a décoincé quelque chose? Est-ce que ça vous a même permis de vous autoriser à vous orienter vers les arts, vous ou votre père? C'est mon père. Mon père, déjà, j'avais quelques dons pour le dessin. Donc, je m'inspirais de Franquin, immense dessinateur, papa de Gaston Lagaffe, qu'on voyait naître dans les pages de Spirou. Il y avait Hergé, bien sûr, avec Tintin. Donc, je dessinais.
Et mon père, voyant ça, a commencé à me faire suivre des cours du soir aux Beaux-Arts. D'accord. Alors que j'avais 14 ans à peu près. Et au moment où il m'a fait passer ce test, à peu près à la même époque, là, il s'est dit, voyant les résultats, qu'il fallait aller vers une orientation artistique. Alors, il y avait un projet qui était de devenir dessinateur industriel, mais là encore, il y avait des mathématiques, il y avait de la géométrie. C'était pas pour vous, il l'avait senti. C'était pas pour moi. J'ai loupé mon brevet, je devais le repasser en septembre, mais j'avais passé le concours d'entrée aux Beaux-Arts, que j'ai réussi. Mais c'est fort de la part de votre père, parce qu'il y a des milieux, et notamment dans les milieux modestes, où on ne s'autorise pas forcément à rêver de l'art, parce qu'il faut aller gagner sa croûte, il faut aller travailler, et c'est pas forcément aux arts qu'on pense dans ces moments-là. Mais les réflexes de mon père étaient plutôt vers les arts, et puis quand on a eu ces résultats qui pouvaient m'orienter dans ce sens, alors ça a été extraordinaire. Puis encore un réflexe de mon père. Un jour, mon père me dit: tu devrais apprendre la musique. On ne sait jamais. Bon, c'est les gens qui ont connu la guerre. Alors je dis ça à un copain qui me dit: ah ben mon père est prof de sax et de clarinette. Je ne dis pas que s'il avait été professeur de harpe ou de piano, j'aurais fait du piano ou de la harpe, mais bref, ça m'a plu. Parce que c'était original, parce que tous les copains, tous les garçons, pour draguer dans les surprises parties, on grattait une guitare, on faisait les 3 accords, le rock'n'roll commençait à déferler sur l'Europe, ou alors il y avait les 3 premières notes quand il y avait un piano pour faire la cour aux jeunes filles. C'est vrai qu'avec la clarinette, c'était moins pratique, mais je trouvais ça original, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Votre père était lui-même dessinateur autodidacte d'ailleurs, et il a dessiné cette vie qu'il a eue pendant près de 4 ans dans les camps de prisonniers. Il en a fait des dessins extraordinaires. Un album, c'est de lui que vous tenez cette fibre. Un dessin de cet album où ça a été très pénible pour tous les prisonniers. C'est 4 jours et 5 nuits dans des wagons à bestiaux, les orientant vers l'Allemagne puis la Pologne. Alors, sur le plan de l'hygiène, c'était épouvantable. Enfin, bon, puis il y avait des gens psychologiquement qui craquaient, il y avait des gens qui pleuraient, qui n'avaient pas de nouvelles de la famille. Enfin, c'était 50 bons hommes comme ça réunis dans un wagon. Ça a dû être terrible. Et je pense, bien sûr, malheureusement, à tous les Juifs qui ont souffert dans les mêmes conditions et avec un aboutissement encore pire. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie? À ce petit garçon, le même, hein, ouais, vous ne change rien, laisse-toi porter par les événements. Parce qu'en fait, ça a continué comme ça. J'ai jamais eu tellement de plans de carrière, à part l'envie de rentrer à Europe 1, de taper à la porte d'Europe 1 pour faire on va y venir. Extraordinaire. Mais je lui dirais de ne rien changer. Comme je vous disais que si je pouvais revivre cette époque, j'aimerais surtout la revivre pour retrouver un petit peu cette... Vous avez connu ça, vous, enfants aussi, cette naïveté que l'on a enfant, on découvre des choses, on est heureux avec une boîte de carton qui peut vous amuser, si vous n'avez pas pour les petites filles une poupée, enfin, etc. Si vous n'avez pas le lit adéquat, eh ben, on prend une boîte en carton, on met des chiffons à l'intérieur. Moi, je construisais mon cirque qui se déplaçait dans l'appartement. Il y avait cette espèce de naïveté qui n'était pas encore confrontée à... comment dirais-je, à la violence, même sans la violence, à la vie tout court, la vie d'adulte. Et c'est vrai, je ne sais plus, c'est Picasso, je crois, qui disait, mon Dieu, qu'il m'a fallu du temps pour devenir adulte. Et Brel conseillait de rester enfant, de garder cette naïveté. On est toujours à la recherche d'une étoile qui va nous séduire et nous amuser. Ce chemin artistique, vous l'avez dit, c'est écrit en partie aux Beaux-Arts de Bordeaux. Vous vous dirigez assez vite vers le dessin humoristique. Mes modèles sont Franquin, Hergé, Walt Disney. Et grâce à Paris Match, je découvre Bosc et Chaval, surtout Sampé, notamment avec les illustrations du petit Nicolas de Goscinny. Ça fait partie des choses qu'on découvre vraiment en vous. C'est à quel point le dessin occupe la première place dans votre vie. Vous dessinez toujours? Toujours. C'est toujours. Oui. Vous dessinez quoi? Ou soit des dessins humoristiques. Là, j'ai fait 2 livres sur les anecdotes de la musique classique, avec un dessin humoristique qui accompagne. Et depuis 10 ans, je travaille pour un magazine qui s'appelle Notre Temps. Donc, je raconte ces petites anecdotes parce que je me suis dit, quand même, ces gens sérieux de la musique classique doivent avoir une part de légèreté aussi, quelque part. Donc, je dessine toujours. J'envisage même de redessiner peut-être un peu plus sérieusement, avec des dessins beaucoup plus accomplis. Je sais pas. Ça peut faire partie de vos projets. Ce qui est bien, c'est que la main n'a pas perdu la gestuelle. Donc, Et puis vous avez eu la chance de collaborer avec Cabu. Chacun de nos rendez-vous s'illuminait de son regard et de son rire d'enfant joyeux et pétillant, avec son trait de crayon qui swingait comme cette musique de jazz qu'il aimait tant. Cabu, formidable. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il est J'ai des dessins de Cabu. Il venait au petit journal quand il m'arrivait d'y jouer. Et il dessinait. Alors c'était très, très amusant. Cabu dessinait avec la lumière de son portable. Il avait son carnet sur la cuisse et il dessinait comme ça. C'est un immense dessinateur. Alors lui, il avait fait les arts appliqués
Mais j'ai retrouvé des travaux de Cabu quand il était étudiant aux arts appliqués, et les dessins que je faisais, c'était exactement le même chemin que nous parcourions ensemble, c'est-à-dire la déco, les couleurs, l'apprentissage, la gravure, etc. Mais c'est un très très bon dessinateur. C'est pas que moi qui le dis, c'est Uderzo qui le soulignait. Il y a des dessins de Cabu, le geste rapide. Et puis, vous disiez, il avait un sourire d'enfant quand il riait, mais et il adorait le jazz, donc il faisait tous les clubs de jazz. Mais vous, l'amoureux du dessin, qu'est-ce que vous avez ressenti quand des terroristes se sont attaqués à lui et au dessin de presse de manière générale? C'est épouvantable, c'est épouvantable. C'est pour ça que je parle d'assassinat, parce que c'est une catastrophe. Et ce sort qui est réservé aujourd'hui aux dessinateurs de presse, cette complexité pour eux de dessiner ce qu'ils veulent, d'être parfois dans l'autocensure, d'avoir peur. Ah, mais j'ai fait toute une série de dessins que je ne pourrais même peut-être pas sortir aujourd'hui, sur l'année 87. Ouais. Je faisais un dessin par jour. C'était à l'époque où on parlait beaucoup de l'Iran et des ayatollahs, comme c'est le cas en ce moment. Et il y a beaucoup de talibans qui sont dessinés en caricature, bien sûr. Alors, si c'était apparu dans la presse, je ne sais pas si ça aurait pu à ce moment-là, mais on a toujours tendance. Alors, c'est pas bien vu par certaines religions, par certains, mais en fait, c'est la caricature qui a toujours existé. Déjà à l'époque de la Révolution, on trouve des dessins, il y en a même sur les murs, même du temps de Pompéi, on trouve des caricatures sur des murs qui ont été un petit peu sauvegardées. Donc la moquerie est toujours là, c'est une moquerie, on va prendre ça au sens léger du terme. Et vous la revendiquez. Parlons de votre carrière médiatique. Elle commence avec Europe 1, on l'a abordé d'un tout petit mot. Europe numéro 1, l'anecdote est incroyable. Vous contactez la radio pour faire un stage. Vous nous racontez la suite. Qu'est-ce qui se passe? La suite, c'est très simple. D'abord parce qu'il y a une histoire. Pourquoi je suis allé vers la radio? Parce que quand mon père est décédé, j'étais un petit peu perdu. J'ai travaillé dans une agence de pub, puisque avec mon diplôme, je pouvais avoir ce genre de business, même enseigner. Et j'ai travaillé dans une agence, je me suis ennuyé, j'ai donné ma démission, alors que j'avais pas de boulot. Je continuais de faire du jazz dans les clubs, mais j'ai donné ma démission au bout de 15 jours. Alors tout le monde m'a engueulé en me disant « Mais non, enfin, t'avais pas de travail. » Là, je m'ennuyais, bref. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait réunir tout ce que je viens de faire pendant 10 ans à Bordeaux, les affiches, pochettes de disques, émissions de radio où je participais pour le jazz, festivals que j'organisais, les affiches pour Miles Davis, Duke Ellington, dessins humoristiques dans le Sud-Ouest, enfin, la musique. Et il y avait quelqu'un qui me fascinait à l'époque, souvenez-vous, c'était Jacques Chancel avec Le Grand Échiquier. Et l'assistant de Jacques Chancel, le premier assistant, était un copain à moi de Bordeaux qui me faisait venir sur le plateau. Et de voir Jacques, qui recevait en même temps Rostropovitch, Karajan, Lino Ventura, Brassens, De Vos, etc. Je trouvais ça fascinant. Mais la télé, quand même, me faisait un peu peur. Alors, je suis allé taper à la porte d'Europe 1, que j'écoutais avec Francis Blanche le dimanche matin. Et on m'a reçu. Je dis, est-ce qu'il y a des stages pour devenir speaker? Speaker, vous dites speaker. Oui, parce que j'avais l'habitude. Et elle se moque de vous, la standardiste. Elle rit un peu. Oui, alors elle me dit, non, on dit plus speaker, on dit animateur, meneur de jeu. Elle dit, il n'y a pas de stage, vous avez des maquettes? Je dis, non, mais on peut vous faire un essai de voix. Donc je fais un essai de voix, puis un deuxième. Et puis un jour, Pierre Delanoë, parolier de Sardou, Beko et compagnie, qui était le directeur des programmes, me fait appeler, il me reçoit, et il me dit, écoutez, j'aime bien votre voix, ça me rappelle celle de Beko, le grain de voix, un petit accent du Sud qui pointe un petit peu en fin de phrase. Il me dit, attendez, il appelle Arlette Berger, il dit, quel jour, Patrick Topalov, animateur européen, quel jour Patrick est absent parce qu'il se lançait dans la chanson, et il enregistrait pour Claude François pour les disques Flèche, et il faisait la première partie de Claude François à Bruxelles. Bref, et elle lui dit, c'est le 9 janvier. Et Delanoë me dit, vous êtes libre le 9 janvier, qu'est-ce que vous voulez répondre? Bah oui, évidemment. Bon, et on commence. Et l'avantage que j'ai eu de travailler dans cette radio, c'est qu'il y avait tous les hommes, journalistes, animateurs, professionnels de Bellemare, Maurice Ségel, le grand patron, qui étaient là, et ces gens écoutaient, et puis on vous faisait faire des débuts, on vous permettait d'apprendre, comme au théâtre. Au théâtre, vous faites une phrase, puis une deux, puis après on vous donne un rôle plus conséquent. Ou au football, vous êtes sur le banc de touche, et puis après, il y a des places plus intéressantes. Bellemare, j'allais voir Bellemare travailler, et je voyais un type qui sortait de la rédaction le soir, qui partait avec des bouquins, c'était Bernard Pivot, il y avait Jean-François Kahn. Ouais, vous avez vu, tous les jeunes journalistes qui faisaient les flashs, c'était Jean-Claude Dacier, c'était Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, enfin c'est extraordinaire, il y avait ce creuset. J'ai une archive à vous proposer, une fois n'est pas coutume, elle est issue
de Télé 7 jours qui vous annonce aux côtés d'Amanda Lear pour la présentation de Vive les femmes sur la 5. Nous sommes alors en 1986 et je vois le sourire qui apparaît sur vos lèvres quand vous voyez cette archive. Ce sont des bons souvenirs. D'abord, Amanda est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, pour la bonne et simple raison qu'elle a beaucoup d'autodérision. Elle adore plaisanter, elle est très intelligente, elle parle 5 langues. Et puis, elle a fait les beaux-arts, elle dessine, elle aussi. Donc, dans la coulisse, on avait le temps de parler de beaucoup de choses. Et je reprenais avec elle la présentation de l'émission italienne Viva le Donne. Chaîne La 5, chaîne privée, lancée par Silvio Berlusconi. C'était quand même, l'article nous parle de l'émission où les spectateurs doivent départager des concurrentes selon leur capacité de séduction. On a bien changé d'époque, ce serait plus possible aujourd'hui. J'espère que Sandrine Rousseau n'a pas vu l'émission. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que c'était en fait un remake d'une émission qui avait existé après la guerre, qui s'appelait Reine d'un jour, que présentait un homme de radio puis de télévision ensuite au tout début, Jean Nohain. Il fallait élire comme un concours de Miss en quelque sorte. Alors il y avait des épreuves, de comédie, on leur faisait faire des interviews dans la rue, etc. Il n'y avait pas que la séduction en tant que telle, mais il y avait des très beaux cadeaux, c'était la 5. Et on devait avoir, moi je n'ai travaillé que 6 mois en Italie, parce que Alain Delon devait être le médiateur pour le cinéma français. Souvenez-vous, Rebecca, c'était un drame à l'époque. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. La publicité allait couper les films. Le drame complet. Vrai. Donc, il fallait un médiateur. Parce qu'en Italie, il le faisait déjà. Berlusconi n'avait pas de scrupules. Donc, Delon, pendant 2 mois, j'ai beaucoup vu Alain. Et puis, la veille de mon départ, il me dit « Est-ce que tu as signé ?» Je lui dis « Non, pas encore, je signe demain. » Il me dit « Un conseil ne signe que pour 6 mois. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « Il y a trop de politique. Quand ça va s'installer en France, ça va devenir compliqué. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. » Et il y avait trop de politique entre Gramsci et Mitterrand, donc c'est vrai que malheureusement, cette 5 n'a pas perduré. Un mot du succès aussi de La Roue de la Fortune, qui vous a peut-être un peu étouffé, dont les gens vous parlent peut-être trop. Non, ça vous a pas... Ça a été un moment formidable. Ça a duré 5 ans et demi. Après... Mais on continue de vous en parler, c'est peut-être ça qui vous... Oui, mais non, mais ça ne me dérange pas. Mais je voulais surtout raconter tout ce qu'il y avait derrière cette Roue de la Fortune, parce que la vitrine de visibilité était énorme. Quand on m'annonçait les chiffres, de savoir que vous aviez entre 12 et 13 millions de personnes. C'était un jeu qui existait tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. 5 ans et demi. Et après, Étienne Moujotte m'a dit, on va changer, on va déplacer La Roue de la Fortune, parce que la publicité étant le nerf de la guerre, je drainais trop de ménagères de plus de 50 ans, pas de moins de 50 ans. Donc il fallait aller chercher une autre clientèle. Et vous avez vu que le jeu avait été relancé? Tout à fait. Vous l'avez regardé Oui, cette nouvelle version mais j'aime bien Éric Antoine qui présente la nouvelle version. Qui a un grand talent, qui a beaucoup d'humour, qui sait se moquer des gens sans les agresser, sans être méchant. Et ça vous plaît? Ça marche bien, oui. J'aime bien ce personnage. Mais bon, c'est un jeu, vous savez que ça existe toujours aux États-Unis avec les mêmes présentateurs. Décidément. Depuis 40 ans. J'ai des photos à vous proposer, justement, Christian Morin. Voici la première. Il s'agit d'Interville, justement, un jeu qui fait aussi son comeback. Interville relancé cet été, co-présenté par Nagui et Bruno Guillon, quasiment la même formule, sans les vachettes, qui faisait partie pourtant du concept initial. Depuis sa création, décision motivée par le bien-être animal et un traumatisme personnel de Nagui. L'époque change, il faut que les jeux changent aussi. Alors, j'aime beaucoup Nagui, mais enfin, je ne pense pas que les vachettes aient été jamais malheureuses quand même. Elles n'étaient pas maltraitées, puisque ces vachettes, ces concours de cocardes existent toujours dans les Landes. Il faut essayer. Alors, les cornes des vachettes sont bouchonnées et il faut essayer de rattraper une. Vous regrettez qu'on ait enlevé les vachettes? Ça m'est arrivé et j'ai été emballé par une vachette. Mais bon, je pense que c'était un des pivots d'Interville. On va voir. Mais la bonne idée, c'est que, puis j'aime bien Nagui aussi, c'est qu'il ait eu envie de recréer un petit peu cette ambiance qui va permettre peut-être à France Télévisions d'aller dans les régions aussi. C'est intéressant. Oui, puis les jeux rassemblent, c'est ça la force des jeux télé. C'est ce dont on a besoin peut-être aujourd'hui. Le présentateur de jeux aussi avait une image un petit peu péjorative. On était présentateur de jeux, alors c'était pas sérieux. On n'était pas journaliste, on n'était pas animateur d'une autre émission. Vous avez souffert de ça? Non, j'en ai pas souffert, mais je savais que ça existait. Je savais très bien
que lorsque je présentais La Roue de la Fortune, c'était pas non plus apostrophe de Bernard Pivot. Bon. Mais au travers d'un jeu, c'est pas très gênant. Une deuxième photo, il s'agit de Miles Davis, musicien, interprète de jazz légendaire. Une anecdote originale que je vais peut-être vous apprendre. Il repérait les futurs talents du jazz et il avait une drôle de manière de les encourager. Ça, c'est l'un de ces anciens saxophonistes qui raconte. Il nous payait pour ne pas répéter nos solos chez nous afin d'éviter le lustrage qui peut même rendre ennuyeuse une musique improvisée. Vous connaissiez cette anecdote ? Non, je ne la connaissais pas, mais elle ne m'étonne pas parce que justement, le jazz, ce qui est formidable, c'est cette improvisation. Rien n'est écrit, à part les harmoniques tenues au piano. Et puis tous les soirs, on raconte une autre histoire sur la même mélodie. C'est se promener sur cette mélodie. Et par exemple, je prends C'est si bon, chanson française, ou si vous prenez Au clair de la lune, il fait Au tapipa pipo pilado du puto pipa. Vous tournez autour de la mélodie. L'important, c'est de se retrouver au point d'orgue avec tous les musiciens. Mais Miles était un gigantesque trompettiste. Quand il a commencé avec un autre style de musique, et puis après, il est devenu un peu révolté par rapport aux problèmes raciaux qui, malheureusement, sont toujours en cours aux États-Unis, ont été longtemps en cours. Et à une époque même, il commençait sur scène de dos. Il tournait le dos au public et il tournait avec sa trompette électrique. Mais un homme formidable qui a eu un flirt avec une très grande chanteuse française. Qui donc ? Elle le surnommait Mimile, Juliette Gréco. Ah, il y a eu une belle histoire d'amour. Je vous le dis parce que lors d'une émission de jazz à Europe 1, elle me l'a confié. Donc, j'ai l'enregistrement. Grande exclusivité. Elle l'appelait Mimile, voilà. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Christian Morin. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. La justice, c'est important, l'équilibre. La prudence. La prudence et puis... La sagesse. Alors, la sagesse. C'est votre... La sagesse, oui, je veux bien parler de la sagesse. Cette sagesse qui nous manque un petit peu, je doublerais presque la sagesse du mot gentillesse. Très bien. Qui est un mot qui n'est pas à la mode, du tout. Une 5e vertu. Il est gentil, ça veut dire, dans le sud-ouest surtout, il est gentil, il est un peu couillon. C'est un peu ça. Pas du tout. Ça doit être une arme, justement. Il faut dire bonjour aux gens, il faut dire qu'on les aime. Vous devez croiser comme moi, dans votre immeuble, ça vous arrive peut-être, je croise des gens qui sont dans l'immeuble depuis 5 ou 6 ans chez moi, qui ne répondent jamais à un bonjour. Jamais un sourire le matin, on a l'impression de... Donc tout ça, je trouve que c'est dommage. Alors, ça paraît une réflexion de quelqu'un d'une autre époque, on va dire du siècle dernier, ça c'est tout à fait logique. Mais je trouve qu'il y avait plus dans l'air une espèce de gentillesse il y a encore quelques années. Alors, sagesse et gentillesse, on s'arrêtera sur ces 2 mots. Merci. Voilà. Merci infiniment, Christian Morin, d'avoir été avec nous Rebecca, dans cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver sur notre plateforme, publicsena.fr en replay et en podcast. À très vite. Merci beaucoup.